En 1896, dans une chambre sombre de Paris, Paul Verlaine, le poète maudit, livrait son dernier souffle. L'odeur âcre de l'absinthe flottait dans l'air, tandis que les chandelles vacillaient dans l'obscurité. Quel mystère ce génie torturé emporta-t-il dans sa chute? Les murmures des ruelles parisiennes, le tintement des verres et le craquement d'une plume sur le papier résonnent encore. Était-ce la folie, l'amour ou un secret inavoué? Plongé dans les dernières heures de Paul Verlaine, où drame et mystère se dévoilent. En janvier 1896, dans une chambre misérable de Paris, Paul Verlaine écrivait ses derniers vers. Pourquoi ces mots tremblants restèrent-ils inachevés? Envisionnez-vous dans une ruelle étroite du quartier latin, où la pluie glacée de janvier martèle les pavés. L'odeur humide des murs en pierre se mêle à celle, âcre de l'absinthe renversée sur une table branlante. Une chandelle vacillante projette des ombres dansantes sur les murs d'une chambre sordide, où Paul Verlaine, jadis célébré comme le prince des poètes, gît sur un lit défait. Ses doigts, autrefois agiles, serrent une plume usée, mais l'encre a séché, comme son inspiration. Paul Verlaine, à l'aube de ses 52 ans, n'était plus que l'ombre de lui-même. Autrefois, ses vers envoûtants, publiés dans Romance sans parole, 1874, avaient captivé la France. Mais en 1896, il était un homme brisé, rongé par l'alcool, la maladie et les regrets. Selon les mémoires d'Eugène de La Haye, 1897, un ami proche, Verlaine vivait dans une misère abjecte, alternant entre hôpitaux et garnis insalubres. Pourquoi un tel génie s'était-il laissé sombrer dans cet abîme? La chambre, située rue Descartes, était un tombeau vivant. Les murs suintaient d'humidité et le craquement des planchers résonnait comme un glas. L'odeur de moisie et de tabac froid emplissait l'air, tandis que le vent sifflait à travers une fenêtre mal jointe. Verlaine, amaigri, le visage marqué par des années d'excès, murmurait des bribes de poèmes. Était-ce la folie ou une révélation? Ses pensées semblaient osciller entre souvenirs d'amour, celui tumultueux pour Arthur Rimbaud, et une angoisse métaphysique. D'un point de vue psychologique, Verlaine souffrait probablement d'un trouble bipolaire, exacerbé par son addiction à l'absinthe, une liqueur surnommée la fée verte. Des études médicales modernes, notamment l'absinthisme 1907 par le docteur Valentin Magnan, décrivent de comment cette boisson, riche en tuyonnes, provoquait des hallucinations et des crises d'angoisse. Verlaine, dans ses moments de lucidité, écrivait encore, mais ses mots portèrent la trace d'un esprit fracturé. « Je suis un homme fini », aurait-il confié à un visiteur, selon les poètes maudits de Charles Cros, 1884. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le grattement de sa plume sur le papier, interrompu par une quinte de tout rauque. La lumière pâle de la chandelle révélait un manuscrit inachevé, où des vers griffonnés semblèrent crier une vérité cachée. Mais quelle vérité? Était-ce une confession, un adieu ou un dernier défi au monde qui l'avait rejeté? Dans cette chambre, Verlaine luttait contre plus que la maladie. Son passé avec Rimbaud, marqué par la passion et la violence, revenait le hanter. En 1873, il avait tiré sur son amant lors d'une dispute à Bruxelles, un acte qui lui valut 2 ans de prison. Ce scandale, rapporté dans les journaux de l'époque, Le Figaro, 1873, avait brisé sa réputation. Pourtant, même en 1896, il murmurait le nom de Rimbaud dans ses délires. Était-ce l'amour ou la culpabilité qui le tourmentait? La pluie cessait, laissant place à un silence oppressant. Verlaine, épuisé, reposa sa plume.
un cri étouffé s'échappa de sa gorge, comme s'il luttait contre une ombre invisible. Quel secret, tapi dans les replis de son âme, refusait-il de révéler? Mais dans l'ombre de cette nuit froide, un mystère plus grand enveloppait Verlaine. En 1896, sous la lueur pâle d'une lune d'hiver, Paul Verlaine murmurait le nom d'Arthur Rimbaud. Pourquoi ce fantôme du passé le hantait-il encore? Envisionnez-vous dans les ruelles tortueuses du Paris nocturne, où le claquement des sabots sur les pavés résonne comme un écho du passé. L'odeur de la suie et du charbon flotte dans l'air, tandis qu'un brouillard épais enveloppe les réverbères, diffusant une lumière fantomatique. Dans la chambre misérable de la rue Descartes, Paul Verlaine, affaibli, gît sur son lit, les yeux fixés sur un plafond fissuré. Le craquement d'une bûche dans la cheminée, presque éteinte, ponctue le silence. Verlaine, à l'agonie, semblait prisonnier d'un dialogue intérieur avec Arthur Rimbaud, son ancien amant et complice poétique. Leur relation, passionnée et destructrice, avait marqué la littérature française, mais aussi brisé leur vie. Selon Une saison en enfer, 1873, de Rimbaud, leur liaison fut un tourbillon de génie et de chaos, mêlant poésie, absinthe et querelles violentes. Pourquoi, après tant d'années, Verlaine ne pouvait-il s'en libérer? La chambre, éclairée par une unique chandelle dont la flamme vacillait, semblait rétrécir autour de lui. L'odeur de cire fondue se mêlait à celle, âcre de son propre corps malade. Verlaine, rongé par une pneumonie aggravée par des années d'alcoolisme, toussait faiblement, chaque souffle un combat. Pourtant, ses lèvres remuaient, formant des vers inaudibles. Était-ce un hymne à Rimbaud ou une malédiction? D'un point de vue psychologique, l'obsession de Verlaine pour Rimbaud reflétait une dépendance émotionnelle complexe. Les travaux modernes sur la codépendance, notamment la psychologie des relations toxiques, 1901 par le docteur Pierre Janet, suggèrent que Verlaine, incapable de se détacher de ce passé, revivait sans cesse la douleur de leur rupture. En 1873, lors de l'incident de Bruxelles, où Verlaine tira sur Rimbaud, blessant son poignet, il avait tenté de retenir un amour qui lui échappait. Ce geste, rapporté dans le temps, 1873, fut à la fois un cri de désespoir et une condamnation sociale. Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le murmure rauque de sa voix brisée par la fièvre. « Arthur », répétait-il, comme si ce nom pouvait conjurer la solitude. Une bourrasque fit trembler la fenêtre, et l'ombre d'un arbre dehors dansa sur le mur, évoquant la silhouette élancée de Rimbaud. Verlaine, dans un moment de délire, tendit une main tremblante, comme pour saisir un spectre. Était-ce la folie ou un regret éternel? Les détails historiques confirment que Verlaine, après sa sortie de prison en 1875, tenta de renouer avec Rimbaud, mais ce dernier, déjà parti pour une vie d'aventurier, le rejeta. Cette blessure, selon les confessions de Paul Verlaine, 1895, ne cicatrisa jamais. Dans ces derniers jours, Verlaine oscillait entre remords et nostalgie, écrivant des bribes de poèmes où l'amour et la douleur se mêlaient. Une page froissée, trouvée près de son lit, portait ces mots. « Dans l'ombre, ton rire résonne encore. » La nuit s'épaississait et le froid s'infiltrait dans la pièce. L'odeur de moisi des murs, mêlée à celle de l'absinthe renversée sur une table, semblait alourdir l'atmosphère. Verlaine, épuisé, ferma les yeux, mais son esprit restait enchaîné à Rimbaud. Était-ce l'amour qui le tuait, ou le poids d'un secret inavoué? Le silence fut brisé par un bruit lointain, le carillon d'une église, sonnant minuit. Chaque note semblait un rappel du temps qui s'échappait. Verlaine, dans un sursaut, griffonna un mot sur son manuscrit. « Pardon ». À qui s'adressait-il? À Rimbaud?
à lui-même ou à une vérité qu'il n'osait affronter? En 1896, dans l'étreinte empoisonnée de l'absinthe, Paul Verlaine cherchait l'oubli. Mais quel démon ce breuvage révéla-t-il? Envisionnez-vous dans un café bohème du Paris fin de siècle, où l'odeur entêtante de l'absinthe flotte comme un spectre. Les verres teintent doucement, et la lumière tamisée des lustres à gaz projette des reflets verts sur les tables de bois usées. À travers une fenêtre embuée, la pluie de janvier ruisselle, tandis que, dans sa chambre misérable, Paul Verlaine, fiévreux, serre un flacon presque vide. Le craquement des lattes du plancher résonne comme un écho de son cœur brisé. L'absinthe, surnommée la Fée verte, était plus qu'une boisson pour Verlaine. Elle était une muse cruelle. Selon l'avis de Paul Verlaine, 1907, de Gustave Le Rouge, le poète consommait ce breuvage avec une ferveur quasi religieuse, cherchant dans ses vapeurs une évasion de sa douleur. Pourquoi cette liqueur devint-elle son bourreau? La chambre, baignée d'une odeur âcre de moisi et de cire fondue, semblait un théâtre d'ombre. Une chandelle, presque éteinte, jetait une lueur tremblante sur un miroir fêlé, où Verlaine évitait son propre reflet. Son visage, marqué par des années d'excès, portait les stigmates de l'alcoolisme. Yeux cernés, peau jaunâtre, lèvres gercées. Chaque gorgée d'absinthe versée dans un verre ébréché semblait raviver des visions. Était-ce une inspiration ou une malédiction? D'un point de vue médical, l'absinthe aggravait les troubles de Verlaine. Les recherches du docteur Valentin Magnan, L'absinthisme, 1907, décrivent comment la tuyonne, présente dans la liqueur, provoquait des hallucinations, des tremblements et une dépression profonde. Verlaine, déjà fragile psychologiquement, sombrait dans des états de délire où passé et présent se confondaient. Dans un carnet retrouvé après sa mort, il écrivait « La fée verte murmure, mais ses mots sont des lames. » Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le cliquetis du verre contre ses dents, tandis qu'il murmure des bribes de poèmes. L'odeur pénétrante de l'absinthe emplissait la pièce, mêlée à celle de la sueur et de la maladie. Par moments, Verlaine riait, un rire rauque comme s'il conversait avec un spectre. Était-ce Rimbaud, la poésie ou la mort qui l'appelait? Les sources historiques, comme les lettres de Verlaine à ses amis, correspondance 1895, révèlent que l'absinthe était son refuge face à la solitude et à la ruine financière. Après sa rupture avec Rimbaud et son emprisonnement, il avait perdu sa famille, sa réputation et son public. Les cafés parisiens, comme le Café du Rat-Mort, étaient devenus ses seuls sanctuaires, où il échangeait des verres contre un verre. Mais en 1896, cloué au lit, il n'avait plus que ses souvenirs et sa bouteille. Un bruit soudain brisa le silence. Un verre glissa de la table et se fracassa sur le sol. L'absinthe se répandit, son parfum entêtant emplissant la pièce. Verlaine, dans un sursaut, griffonna un verre sur un papier froissé. Verte, elle chante, mais elle tue. Était-ce une confession ou un cri d'alarme? Ses mains tremblaient, non pas de froid, mais d'une angoisse profonde, comme si la fée verte lui révélait une vérité qu'il refusait d'affronter. La nuit avançait et le vent hurlait dehors, faisant vaciller la flamme de la chandelle. L'odeur de la pluie s'infiltrait par une fissure, mêlée à celle de l'absinthe renversée. Verlaine, épuisé, ferma les yeux, mais ses lèvres continuèrent de bouger, murmurant des mots incohérents. Un secret, tapi dans les brumes de son esprit, semblait sur le point de surgir. En 1896, dans l'obscurité d'une chambre glacée, Paul Verlaine était prisonnier de ses propres remords. Quel péché le retenait-il dans cet enfer? Envisionnez-vous dans une nuit parisienne de janvier, où le hurlement du vent traverse les ruelles désertes du quartier latin.
L'odeur de la neige fondue et du bois humide imprègne l'air, tandis qu'un réverbère vacillant projette une lueur pâle à travers une fenêtre brisée. Dans la chambre sordide de la rue Descartes, Paul Verlaine, recroquevillé sous une couverture élimée, semble écouter un écho intérieur. Le craquement d'un plancher usé résonne comme des chaînes invisibles, enserrant son âme tourmentée. Verlaine, à l'aube de sa mort, était hanté par les conséquences de ses actes. Ses remords, comme des spectres, dansaient dans l'ombre. Selon les confessions de Paul Verlaine, 1895, il portait le poids de sa vie tumultueuse. Une famille abandonnée, un amour brisé avec Rimbaud et une réputation détruite par ses scandales. Pourquoi ces regrets le tourmentaient-ils jusqu'à son dernier souffle? La pièce, éclairée par une chandelle mourante, exhalait une odeur de moisi et de tabac rance. La lumière tremblante révélait des murs tachés, où des griffures semblaient témoigner d'une lutte intérieure. Verlaine, amaigri et fiévreux, serrait un crucifix dans une main, tandis que l'autre tenait un manuscrit froissé. Était-ce une quête de rédemption ou une fuite vers l'oubli? D'un point de vue psychologique, Verlaine souffrait d'une culpabilité pathologique, amplifiée par son alcoolisme et sa maladie. Les études modernes sur la dépression, notamment Les pathologies de l'âme, 1898 par le docteur Pierre Janet, décrivent comment un sentiment chronique de honte peut paralyser l'esprit. Verlaine, dans ses moments de lucidité, semblait revivre l'incident de Bruxelles en 1873, où il avait tiré sur Rimbaud. Ce geste, rapporté dans le Figaro, 1873, n'était pas seulement un crime passionnel, mais un cri de désespoir face à un amour impossible. Envisionnez-vous près de lui, entendant sa respiration sifflante, entrecoupée de murmures. « Pardon », répétait-il, les yeux fixés sur un coin sombre de la pièce, comme s'il y voyait un juge invisible. Le tintement lointain d'une cloche d'église, sonnant 1 heure avancée, semblait un rappel de sa fin imminente. Était-ce à Dieu, à Rimbaud, ou à lui-même qu'il demandait pardon? Les sources historiques, comme les lettres de Verlaine à sa femme Mathilde, correspondance 1895, révèlent qu'il n'avait jamais surmonté la douleur d'avoir abandonné sa famille. Après sa séparation en 1871, il avait laissé Mathilde et leur fils Georges dans la détresse, choisissant la bohème et Rimbaud. Ce choix, bien qu'il ait nourri sa poésie, le condamnait à une solitude amère. Dans sa chambre, un portrait jauni de Mathilde, retrouvé parmi ses affaires, semblait le fixer avec reproche. Un bruit sec brisa le silence. La chandelle, consumée, s'éteignit, plongeant la pièce dans une obscurité oppressante. L'odeur de la cire refroidie se mêla à celle de la sueur et de la maladie. Verlaine, dans un sursaut, griffonna un mot sur son papier. « Péché ». Était-ce une confession ou une condamnation de lui-même? Ses doigts tremblants lâchèrent le crucifix, qui tomba sur le sol avec un cliquetis sinistre. La nuit semblait s'épaissir, et le froid mordant s'infiltrait par les fissures. Verlaine, épuisé, ferma les yeux, mais son esprit restait enchaîné à ses fautes. Une bourrasque fit claquer la fenêtre, comme un avertissement du destin. Un secret, enfoui dans les replis de sa conscience, semblait prêt à surgir. En 1896, dans le silence d'une nuit éternelle, Paul Verlaine entendit des voix. Étaient-ce des anges ou des démons qui l'appelaient? Envisionnez-vous dans une chambre obscure du Paris hivernal, où le givre dessine des arabesques sur une fenêtre fêlée. L'odeur de la cendre froide d'une cheminée éteinte se mêle à celle, métallique, du sang que Verlaine crache dans un mouchoir taché. Une lueur argentée, celle d'une lune voilée par des nuages, perce à peine l'obscurité,
tandis que le craquement des murs semble répondre au souffle rauque du poète. Paul Verlaine, à l'orée de sa mort, semblait suspendu entre deux mondes. Sa foi vacillante, héritée de son éducation catholique, se heurtait à une vie marquée par le péché et la révolte. Selon Les Poètes maudits, 1884, de Charles Cros, Verlaine oscillait entre des élans mystiques et des accès de désespoir. Pourquoi, dans ces derniers instants, cherchait-il une rédemption? La chambre, un réduit glacial de la rue Descartes, était un tombeau de souvenirs. Une odeur de linge sale et de vin renversé flottait dans l'air, tandis qu'un courant d'air faisait vaciller une chandelle solitaire. Verlaine, le visage émacié, fixait un coin sombre, comme s'il y voyait des figures invisibles. Était-ce la promesse du pardon ou la menace du jugement? D'un point de vue psychologique, Verlaine traversait probablement un délire mystique, un phénomène décrit dans Les États modifiés de la conscience, 1890, par le docteur Jean-Martin Charcot. La combinaison de sa pneumonie avancée, de l'absentisme chronique et de la malnutrition altérait sa perception, le plongeant dans des visions où anges et démons se disputaient son âme. Dans un carnet retrouvé près de son lit, il avait écrit « Les anges pleurent, mais leurs ailes sont noircies. » Envisionnez-vous à ses côtés, entendant le râle de sa respiration, ponctué par le tic-tac irrégulier d'une horloge détraquée. Le vent, s'infiltrant par une fissure, portait l'écho lointain d'un carillon d'église, comme une invitation au recueillement. Verlaine, dans un sursaut, murmura une prière incohérente, ses doigts crispés sur un chapelet usé. Était-ce une tentative de salut ou une dernière révolte contre Dieu? Les sources historiques, comme les témoignages de ses proches dans la vie de Paul Verlaine, 1907, de Gustave Le Rouge, indiquent que le poète, dans ses derniers jours, cherchait à se réconcilier avec sa foi. Il avait jadis écrit des poèmes pieux, comme ceux de Sagesse, 1880, après sa conversion en prison. Mais sa vie de débauche avait terni cette lumière. Une lettre à un prêtre, datée de décembre 1895, révèle son désir de confession, mais il n'eut jamais la force de l'envoyer. Un bruit soudain troubla la nuit. Un craquement sec, comme si un meuble s'effondrait sous le poids des ans. L'odeur de la cire fondue s'intensifia, alors que la chandelle s'éteignait, plongeant la pièce dans une obscurité presque palpable. Verlaine, dans un souffle, murmura « Ils chantent, mais leur voix brûle. » Était-ce une vision céleste ou un tourment de l'enfer? La lune, brièvement dégagée des nuages, projeta une lueur spectrale sur le visage du poète. Ses yeux, brillants de fièvre, semblaient chercher une réponse dans l'invisible. Le froid mordant de la chambre semblait glacer jusqu'à son âme, tandis qu'un secret, tapi dans les ombres de son esprit, refusait de se dévoiler. En janvier 1896, sous le voile d'une nuit sans fin, Paul Verlaine livra son ultime souffle. Quel secret emporta-t-il dans l'éternité? Envisionnez-vous dans une chambre étouffante du Paris glacial, où l'odeur de la maladie et du bois pourri sature l'air. Une chandelle, à peine vivante, projette une lueur mourante sur les murs écaillés, tandis que le sifflement du vent, glissant par une fenêtre disjointed, évoque un chant funèbre. Le craquement d'un plancher usé résonne comme un dernier battement de cœur. Paul Verlaine, allongé sur un lit défoncé, semble suspendu entre la vie et la mort. Le 8 janvier 1896, Verlaine s'éteignit dans cette chambre misérable de la rue Descartes, à l'âge de 52 ans. Selon la vie de Paul Verlaine, 1907, de Gustave Le Rouge, ces derniers instants furent marqués par une étrange sérénité, comme si un poids s'était enfin levé. Pourquoi ce calme s'empara-t-il de lui au seuil de la mort?
La pièce, un caveau de solitude, exhalait une odeur âcre de sueur et de cire consumée. Une lumière pâle, filtrée par un rideau déchiré, caressait le visage émacié du poète, où des rides profondes semblaient raconter une vie de passion et de tourment. Ses mains, jadis agiles pour écrire « Romance sans parole » 1874, reposaient inertes, serrant un papier froissé. Était-ce un dernier poème ou une confession jamais livrée? D'un point de vue médical, Verlaine succomba à une pneumonie aggravée par des années d'alcoolisme et de malnutrition. Les travaux du docteur Valentin Magnan, L'absinthisme 1907, soulignent que l'absinthe, combinée à une santé fragile, précipita sa chute. Pourtant, dans ces derniers moments, Verlaine semblait apaisé, murmurant des mots à peine audibles. Était-ce la paix de l'âme ou l'acceptation de l'inévitable? Envisionnez-vous à son chevet, entendant le râle de sa respiration, chaque souffle plus faible que le précédent. Le tintement lointain d'une cloche d'église, sonnant l'aube, semblait un adieu du monde. Verlaine, dans un ultime effort, ouvrit les yeux, fixant un point invisible. « C'est fini », murmura-t-il, selon le témoignage d'un infirmier rapporté dans Le Figaro, 1896. Mais qu'est-ce qui était fini? Sa vie, ses regrets ou un mystère caché? Les sources historiques révèlent qu'un manuscrit fut découvert après sa mort, parmi ses maigres possessions. Sur une page jaunie, un vers inachevé. Et dans l'ombre, je t'ai pardonné. À qui s'adressait-il? À Rimbaud, dont l'ombre le hantait encore? À sa femme Mathilde, abandonnée des années plus tôt? Ou à lui-même pour une vie de péché? Ce fragment, mentionné dans les Confessions de Paul Verlaine, 1895, reste un énigme. Un bruit soudain troubla le silence. Un craquement, comme si le lit cédait sous le poids de l'histoire. L'odeur de la cire éteinte envahit la pièce, tandis que la lumière de la chandelle s'évanouit, plongeant Verlaine dans l'obscurité. Ses lèvres bougèrent une dernière fois, formant un mot « liberté ». Était-ce une délivrance ou une dernière révolte? Et puis, le silence. Le vent cessa, la cloche se tut, et la chambre devint un tombeau. Paul Verlaine, le poète maudit, avait rejoint l'éternité. Mais un secret sombre restait enfoui. Après sa mort, une lettre inachevée fut découverte dans ses affaires, adressée à A. Les mots, à peine lisibles, semblaient une confession. Tu étais ma lumière, mais aussi mon ombre. Était-ce à Arthur Rimbaud que Verlaine s'adressait, ou à une part de lui-même qu'il n'avait jamais su nommer? Ce mystère, jamais élucidé, continue de hanter les pages de l'histoire. Si ce récit vous a captivé, découvrez d'autres mystères historiques en vous abonnant et en partageant vos réflexions. Plongez dans les ombres du passé, où chaque histoire révèle une vérité oubliée.